aujourd'hui, non seulement est rentable, mais en plus est devenu le premier bâtiment à être visité à Hambourg, par exemple. Et donc, c'est devenu un symbole. Et ce symbole-là, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'architecture peut aider la société à évoluer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Shahram Agajani, qui est le fondateur et partenaire de Métaforme, une société, un bureau d'architecture que j'admire beaucoup, notamment pour ton travail à l'aéroport avec le Skypark qui est pratiquement en cours de finalisation. Tu t'es aussi rendu célèbre avec des bâtiments iconiques comme par exemple la Poste à la gare. Il y a ce bâtiment Diamond qui est un bâtiment résidentiel à Demaldange. Donc c'est vraiment un honneur et un plaisir de te recevoir ici. Merci Jérôme, le plaisir est pour moi. Donc, commençons, tu sais, les personnes qui suivent mon compte savent que je suis un fanatique d'architecture. On a le privilège au Luxembourg d'être extrêmement gâtés. On a plusieurs Pritzker Prize, je pense au bâtiment de Richard Meier, au Kirchberg. Pas loin à côté, il y a la Deutsche Bank. Il y en a d'autres. Il y a aussi des bâtiments qui ont moins de titres, mais autant de valeur architecturale. Donc, pour un architecte comme toi, quelle est la valeur sociétale de l'architecture? Alors, l'architecture, avant tout, est une discipline. Ce n'est pas une science, donc ce n'est pas exact. C'est une discipline qui se travaille tous les jours en collaboration. D'ailleurs, le Covid a fait beaucoup de tort pour pas mal de bureaux, de manière générale, pour l'architecture, parce qu'avec le confinement, les gens sont restés chez soi et travaillaient de manière isolée. Donc, il n'y a pas eu ces échanges qu'on a l'habitude d'avoir autour de l'architecture qui vient enrichir finalement une idée. Et tout à l'heure, quand tu as dit de mon travail, je suis très flatté, mais ça reste un travail d'équipe. Donc en fait, il y a une équipe derrière, il y a des échanges, il y a des enrichissements réciproques qui se font tous les jours pour faire en sorte que ce magie existe. Donc ça, c'est l'architecture pour moi. Et de manière générale, l'architecture doit répondre à toute une série de demandes dans des contextes assez uniques à chaque fois. Et moi, en tant qu'architecte, je crois fermement que l'architecture peut et doit améliorer la qualité de vie en créant des interactions humaines, en valorisant finalement, en mettant les besoins au centre et en prenant en compte, par exemple, les nouvelles exigences écologiques, économiques, etc. Donc, je pense que l'architecture doit évoquer des émotions. L'architecture doit faire en sorte qu'on ait ce sentiment d'appartenance et que finalement, l'architecture est tellement vaste qui fait la richesse de notre métier, de notre passion et de notre discipline. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu à la convergence donc de la créativité artistique avec le stylo, mais aussi des avancées techniques. Exactement. Et aussi des obligations réglementaires. J'ai en tête, j'avais été visiter il y a un an le Skypark et je crois qu'au début c'était du cuivre qui devait être sur la façade, mais ça n'a pas été autorisé, donc il a fallu réinventer autre chose pour que ça ait le même aspect tout en restant compliant avec les règles locales. Oui, bien sûr. Ça évolue tous les jours. Comme je disais, ce n'est pas une science. Donc, en fait, les normes évoluent, les besoins évoluent. Et puis après, l'érosion en carbone, par exemple, ce qu'on disait il y a quelques années à peine, l'utilisation des briques dans un bâtiment, parce que les briques, on peut le réutiliser. Mais les briques sont des matériaux qui sont extrêmement énergivores. Donc, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on veut laisser pour le futur et quelle est notre vision en tant qu'architecte? Effectivement, il y a tout un compromis et de balance à trouver entre toutes ces contraintes. L'architecture naît de contraintes. C'est vrai, c'est très bien formulé. C'est vrai qu'en plus de la technique et de l'art et des règles, il y a aussi les attentes sociétales. C'est vrai qu'on avait Eric Lux dans le studio il n'y a pas longtemps, qui est, je crois, un des visionnaires au niveau des bâtiments un peu green. Et comme il l'expliquait, au début, financièrement, ça ne fait pas forcément du sens, mais par contre, sociétalement, il faut avoir le courage d'anticiper de 20 ans, de 30 ans et de faire les bons choix. Alors, qui dit architecture dit aussi urbanisme.
Je donne souvent l'exemple du Royal Amelius, où on a quand même été chercher encore un Pritzker Prize, notre ami Lord Foster, pour finalement lui annoncer, à mon avis, au dernier moment, qu'il y avait quand même un petit bout du bâtiment où les gens n'étaient pas partis. Donc ça, c'est… Est-ce que le Luxembourg, finalement, est en phase avec la vitesse de notre monde? Et est-ce qu'au niveau urbanistique, on arrive à être un pays moderne? Alors, tu poses plusieurs questions en même temps. Et je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement délicat et c'est un sujet qui fâche parce que effectivement, disons que le développement architectonique de notre pays a été quelque part boosté par son succès sur le marché financier économique, peu importe. Donc on est quelque part victime de notre succès. C'est vrai. Et donc l'urbanisme qui s'est développé ou s'est auto-développé autour de tout ça, c'est plus basé sur un urbanisme d'opportunité. Donc notre urbanisme manque cruellement de vision, manque cruellement d'audace. Et cet urbanisme d'opportunité est assez vulnérable, surtout dans les moments de crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, parce que cet urbanisme-là est basé sur l'attractivité et la prospérité du pays. C'est vrai. Donc, au moment de crise, donc, il y a bien moins d'intérêt, l'urbanisme ne se développe pas, et donc les éléments qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement d'une société et l'harmonie qu'on puisse imaginer entre les classes, etc., souvent sont négligés. Donc, ça, c'est un peu les problèmes. Ensuite, tu as posé la question sur projet Amelius. C'est un sujet qui fâche. J'ai écrit aussi à ce sujet pas mal de fois. Tout le monde a le droit de faire appel à qui il veut. Tout à l'heure, tu as parlé de Skypark. C'était un concours que nous avons réalisé avec Big. D'ailleurs, c'est Big qui a été invité par Metaform. Donc, c'est Big qui nous a contactés pour faire le projet avec eux. Mais on est à la recherche d'une certaine reconnaissance au niveau mondial. Et cette reconnaissance au niveau mondial passe évidemment par des appels à des stars mondiaux. Mondial, pardon. Et ce qui se passe, c'est que c'est très facile de dire, voilà, je m'approprie la notoriété sur le plan international en faisant appel d'un Foster, d'un Big. Et évidemment, c'est intéressant parce que ça a aussi évolué, ça fait évoluer notre manière de voir les choses. Pour moi, l'architecture ou l'approche qu'on a sur notre comment dire, paysage du bâti, c'est comme une bibliothèque qui très souvent est vide. Donc, le fait de voir des choses, c'est le fait d'ajouter des livres dans cette bibliothèque, le fait de s'enrichir et d'avoir un regard qui soit moins critique à l'égard de l'architecture contemporaine. On commence à peine à avoir une certaine sensibilité par rapport à un patrimoine historique. Mais l'architecture contemporaine est absolument pas comprise et encore moins, disons, acceptée. Parce que pour beaucoup, l'architecture, c'est juste le besoin de construire sa maison. Et au moment où on s'intéresse, entre guillemets, à l'architecture, c'est déjà trop tard. C'est peut-être 1 année, 2 années de toute une vie entière qu'on s'intéresse à la construction. Je ne parle pas de l'architecture. Et le résultat, c'est quoi? Ce sont ces volumes qu'on voit apparaître partout, dans tous les villages, en blanc, toiture plate, etc., stérile. Et ça, c'est un peu notre grand problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un vide artistique sans aucune vision. Oui, sans doute, tu l'as dit, il faut quand même remettre les choses en perspective. Il faut se souvenir que le Luxembourg, jusqu'à la fin des années 60, était essentiellement un pays sur l'industrie minière et l'agriculture. L'avènement de la finance en 1981 a été une explosion qui a amené 40 ans d'une croissance effrénée. Et évidemment, il est très, très difficile pour un pays, pour un État, de se transformer à cette vitesse-là. 40 ans à l'échelle étatique, c'est très, très peu. Et juste un petit commentaire sur quand même un bénéfice peut-être de faire appel à des pays, au MUDAM ou à des gens comme ça. J'avais interviewé Milton Glaser, que tu connais peut-être, le designer de I Love New York.
Et il m'avait vraiment convaincu sur un point. Il m'avait dit l'avantage quand tu prends une superstar mondiale, c'est qu'il a le charisme pour, je crois qu'il avait dit bend minds of decision makers. Et il l'avait dit avec ses propres mots en disant souvent, partout où il va dans le monde, c'est pas luxembourgeois ça, partout dans le monde, le maire, le président du petit truc étatique, il croit qu'il sait tout. Et il y a besoin d'avoir un expert international pour lui dire this is how we're going to do it and trust me, this is very good. Exactement. Mais l'exemple de Schiappa, c'est un très bel exemple. Jamais un architecte luxembourgeois, avec tous ses talents et toutes ses idées qui sont parfois même meilleures que les stars internationales, jamais on n'aurait pu avoir une telle notoriété pour faire valoir le bien fondé d'une idée telle que le bâtiment de Sky Park qui fait presque 400 mètres de long. Je pense qu'il n'aurait jamais été accepté si un luxembourgeois l'avait dessiné. Mais d'ailleurs, pour sortir de Luxembourg, va sur Hafen City à Hambourg avec le Elbphilharmonie. Oui. Quand Herzog de Meuron est arrivé avec son projet et 80 millions d'euros de budget qu'il avait, il a dit je vais vous le faire. Et à la fin, il finit avec presque 900 millions. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que cette architecture-là, qui a souvent été critiquée, détestée, écriée par aussi bien les citadins que les politiciens en Allemagne, aujourd'hui, non seulement est rentable, mais en plus est devenu le premier bâtiment à être visité à Hambourg, par exemple. Et donc, c'est devenu un symbole. Et ce symbole-là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'architecture peut aider la société à évoluer en apportant les quelques éléments qu'il aura besoin pour que ces citadins puissent s'identifier, pour qu'ils puissent se rencontrer, pour qu'ils puissent travailler et pour qu'ils puissent quelque part générer cette créativité qu'on a besoin dans un milieu urbain riche. Oui, on peut dire sans hésiter qu'évidemment l'architecture c'est une grande partie de l'identité d'une nation. Et rappelons-nous qu'effectivement la Tour Eiffel était énormément décriée. Il n'a jamais été question qu'elle reste après l'Expo universelle. Oui. Aujourd'hui, personne n'imaginerait Paris sans la Tour Eiffel. La Philharmonie à Hambourg, c'est exactement la même histoire. Aujourd'hui, c'est le bâtiment adoré. Donc effectivement, sujet très complexe. Personnellement, je pense que c'est lié à l'accélération du développement du Luxembourg sur une période extrêmement petite. On voit que des progrès sont faits partout. Mais là où je te rejoins tout à fait, c'est quand on écoute les politiciens qui nous annoncent 1 million d'habitants d'ici quelques années avec des besoins d'appartements qui se chiffrent en, je crois que si on calcule bien, au moins 10 000 par an, alors qu'en réalité, tu l'as très bien dit, la crise fait que, je ne sais pas, on va en sortir quoi cette année, 3 000, 4 000 ? Oui, alors moi je suis totalement surpris de voir aujourd'hui que tout d'abord, le nombre d'unités ou de mètres carrés qu'on met sur le marché, que ce soit par des organismes tels que le Fonds de logement ou SNHPM, etc., qui sont très largement inférieurs à la demande. Mais en même temps, cette demande-là, comme je disais tout à l'heure, c'est une demande qui est plus basée sur la spéculation, qui a été basée sur la spéculation. Parce qu'on achetait, et c'était toujours très intéressant, ça se louait, ça se vendait encore plus cher, c'était un bon investissement. Et donc, aujourd'hui, ce côté spéculatif est beaucoup moins visible, ou ne l'est pas du tout à cause de la crise. Et donc, on voit très bien que cette demande a chuté. Je ne dis pas maintenant qu'il n'y a pas de problème de logement, au contraire, on est face à un grand problème de logement, mais lorsqu'on regarde que SNHPM n'arrive pas à commercialiser ses maisons et ses appartements, il y a de quoi se poser la question, est-ce que c'est la bonne façon de faire ? Tout à fait. Mais on revient à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le manque d'anticipation. On a vu le gouvernement, depuis qu'il a été élu il y a 1 an, le housing, ça lui prend 80% de son temps. Il y a eu un SPV qui a été créé, on attend, ça va prendre du temps pour voir si ça marche. La réalité, c'est qu'effectivement, on revient un peu sur cette idée que les échelles architecturales ne sont pas à 12 mois ou 24 mois. Peut-être qu'il y a un plan d'urbanisme qu'il aurait fallu faire en 2008. Alors, je ne critique pas parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, mais peut-être que les leçons qu'on doit tirer de la crise actuelle, c'est que si on veut que le Luxembourg se développe correctement les 50 prochaines années, il faut un plan sur plusieurs décennies. Absolument. Et pas un plan opportuniste, comme tu l'as très bien dit. Alors, finissons sur, évidemment, une visite par l'expert. Est-ce que tu pourrais juste nous dire les 2-3 réalisations qui te rendent le plus fier ? Alors, je suis fier de tous mes projets parce que chaque projet est le résultat d'une expérience avant tout humaine. Hein, dans des contextes à chaque fois uniques, très différents.
Les projets, je suis les plus fiers, cet immeuble appartement à Domeldange que tu as cité tout à l'heure, en fait, c'est le dernier projet que j'ai fait pour mon père avant qu'il ne décède, qu'il ne quitte. Et donc ça, humainement, pour moi, je suis beaucoup plus, évidemment, touché par ce projet. Tout récemment, le quartier général de la Poste, c'est un projet extrêmement complexe. C'est un projet urbain qui a été construit dans un centre dense, quartier de la gare, en face de la gare, avec toutes ces complexités qu'on puisse imaginer tant au niveau circulation qu'au niveau intégration dans un contexte historique. Ce projet-là, j'en suis très fier. D'abord très fier de mon équipe, ensuite très fier de mon client qui nous a fait confiance. On avait une relation qui était basée sur une confiance et un respect mutuel. Et quand on rentre à l'intérieur de cet espace, de ce bâtiment, on se rend compte justement de cette confiance-là. Il y a un escalier magistral, bien sûr. Cet escalier n'est pas que ça, ce C'est bâtiment. vrai. C'est effectivement ce que tu vois en premier, mais chaque coin a une histoire à raconter. C'est vraiment très, très riche et cette relation humaine-là qui est très importante pour moi. Et ça a dû plaire parce que je vois que tu as gagné maintenant le concours pour le quartier général du CFL, je crois, hein, qui ne va pas être très loin. Hein. On est juste en face. Donc en fait, on a presque déplacé les conteneurs d'une centaine de mètres. On a démarré ce chantier. Donc la fin de ce chantier est sur 2026, c'est demain. Et juste derrière, il y a également le quartier général de Paul Wurth, qui est un projet, je trouve, très intéressant. Enfin, je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, mais c'est un projet intéressant dans la mesure où on a explosé les besoins qu'il y a normalement dans un quartier général, que ce soit la cantine, la salle de sport, la salle de réunion du conseil d'administration, etc. On les a sortis du bâtiment central et on les a placés autour et on a fait d'une cour intérieure stérile, vide et sans vie, en fait un espace urbain. Et donc, au-delà des heures d'ouverture des bureaux, ces mêmes locaux deviennent accessibles par les voisins. Donc on peut imaginer qu'avoir une petite salle de concert ou salle de réunion, le soir, la cantine qui devient un restaurant, la salle de gym qui devient également accessible, y compris le parking en dessous. Et donc tout ceci, je trouve que c'est une réflexion qu'il faudrait désormais commencer à avoir lorsqu'on implante un quartier général dans un centre urbain, dans une ville, quelle que soit sa densité, quelle que soit sa situation géographique. Donc je trouve important d'insister là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup, notamment au Kirchberg depuis des années, de ces univers mixtes où il y a du bureau et du privé, mais là effectivement c'est encore une autre approche. C'est le bureau qui devient du public à une autre heure de la journée. Kirchberg, c'est le contre-exemple. Kirchberg, ça a été complètement splitté en 3 parties. La partie résidentielle, la partie bureau et la partie récréation, sport, etc. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que finalement, ce n'était pas la meilleure des solutions parce qu'il faut une mixité. Et donc, ils essayent tant bien que mal apporter cette mixité-là entre les surfaces de bureaux, etc. Et dans une ville, c'est bien plus complexe. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup pour cette conversation. Hâte de visiter évidemment le Sky Park qui sera bientôt fini. La finition, c'est quand? Alors, il y a 3 phases. La première phase, c'est déjà terminé, l'hôtel. Et puis après, les autres phases successives arrivent à une vitesse grande V. Donc, avec grand plaisir, quand tu veux, je te fais visiter ce bâtiment. J'accepte l'invitation et je vous incite tous à prendre votre vélo, votre trottinette, votre voiture. Faites le tour du Luxembourg, levez le nez. On a énormément de bâtiments d'exception dans le pays. Profitez-en, ça fait partie de notre culture commune. Merci. Merci, Joe.